C'est pas parce que tu n'as pas le secondaire 5 que tu es défavorisé. C'est pas parce que tu es une personne seule que tu es défavorisé. Ça n'a rien à voir avec les caractéristiques des individus. Oui, bonjour, je suis Guy Fréchette. Je suis actuellement porteur de 2 chapeaux. Je me trouve à travailler au CEPE, qui est le Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion, rattaché au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et je suis également professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval. Ce que je dis à mes étudiants au point de départ, c'est que il y a quelque chose d'immatériel avec les questions entourant la stratification sociale ou l'existence des classes sociales. C'est qu'il y a peu ou pas de matérialisation de ce phénomène-là, d'objets concrets qu'on puisse identifier. Il n'y a pas de classe, à moins qu'on réfère à des choses comme des classes de voyageurs dans des trains, comme ça s'observe encore en Europe, ou des trucs du genre, mais c'est superficiel, c'est banal. Les vraies classes sociales, les vrais facteurs de stratification sont invisibles, on ne les voit pas, mais on voit leur impact, on voit leurs effets. Donc l'effet des facteurs de stratification, on les voit à travers notamment des phénomènes comme les inégalités sociales, la pauvreté, l'exclusion sociale. Donc de ce point de vue-là, on a affaire à un phénomène qui est difficilement saisissable directement, mais dont on voit les manifestations à travers un ensemble de révélateurs, donc des marqueurs sociaux de stratification. En termes de facteurs de stratification ou d'établissement de classe, ça fait en sorte qu'il y a comme des murs qui finissent par s'établir entre les quartiers. Il peut y avoir des échanges, ça va de soi, il peut y avoir beaucoup d'interactions, mais en même temps, il y a quelque chose d'invisible qui est difficilement franchissable. Quand on vient à l'intérieur d'un quartier, on a un réseau pour chercher à s'alimenter, on a un réseau pour accéder à des services, aller à l'école, aller à l'hôpital, etc. On développe un certain nombre de réseaux à l'intérieur du quartier ou des fois ça peut être extérieur, mais quoi qu'il en soit, pour les gens, par exemple, qui ont peu de mobilité, ça va être limité à l'intérieur de leur quartier. Donc, de ce point de vue-là, c'est des réalités qui font en sorte qu'une dynamique s'installe et qu'il puisse y avoir des facteurs sociaux, je dirais, observables à l'intérieur même des limites du territoire. Dans le cas particulier de Saint-Roch, on a pu l'observer depuis les recensements de 91, donc en 91, 96, 2001, 2006. On ne dispose pas encore des données de 2011 à cause des problèmes de recensement dont je te parlais tantôt. Mais cela dit, entre l'année 91 et l'année 2006, on a pu voir l'évolution à travers le temps de la réalité de la défavorisation dans Saint-Roch. Puis Saint-Roch affichait un taux de 33 % de défavorisation. Donc, 33 % de la population de Saint-Roch partageait les caractéristiques des 20 % les plus défavorisés de l'ensemble du Québec. Donc, on était nettement au-dessus de la défavorisation moyenne. Et en 2006, ce taux-là est tombé dans la moyenne, exactement pile à 20 %. Donc, ça a permis de ramener le taux de défavorisation de Saint-Roch à la moyenne de l'ensemble du Québec, c'est-à-dire là où les 20 % de la population de Saint-Roch partagent les caractéristiques du 20 % le plus défavorisé de l'ensemble du Québec. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, on avait des témoignages sur le terrain pour dire que de plus en plus, les gens quittaient Saint-Roch pour traverser le pont de Rouyn puis s'en aller dans Limoilou. Donc, on s'est demandé si dans Limoilou, il y avait eu un impact observable de ces réalités-là, reliées à la revitalisation urbaine intégrée de Saint-Roch, qui a été un beau projet peut-être, mais soi-disant, disons, planifié sans voir nécessairement toutes les conséquences. Une des conséquences, ça a été que la pauvreté a quitté un peu Saint-Roch pour s'en aller dans Limoilou. Donc, Limoilou, lui, a vu son taux de défavorisation pour les plus défavorisés passer de 23 % que c'était autour de 96 à quelque chose comme 35 %
autour de 2006. Donc, il y a eu vraiment un transfert des populations pauvres de Saint-Roch vers Limoilou. Dans des endroits justement où on implantait des institutions. À Saint-Roch, on a implanté le siège social de l'Université du Québec, des composantes du réseau de l'Université du Québec, l'INRS, la TELUC, l'ENAP a aussi établi ses pénates dans ce quartier-là. Donc, ça a fait tout un ensemble, je dirais, ça fait en sorte que tout cet ensemble d'initiatives a concouru à modifier les conditions, par exemple, strictement sur le plan économique, les conditions de logement, les conditions, la proximité des institutions a fait en sorte de pouvoir attirer des professionnels ou des gens qui étaient peut-être plus du côté de l'Université du Québec. Donc, ça a fait en sorte aussi de changer beaucoup la configuration des restaurants du quartier, des services qu'on pouvait y retrouver, des commerces, l'ouverture du Mail Saint-Roch avec la belle église Saint-Roch, avec tous les attraits du quartier, nouvellement redécouvert avec l'abolition du toit de l'ancien Mail Saint-Roch sur la rue Saint-Joseph. Bien, ça a été des facteurs qui ont fait en sorte que le quartier a beaucoup changé en l'espace d'une quinzaine d'années ou à peu près. Donc, ça fait en sorte que le milieu a été modifié. Ça a été un pari réussi pour des gens comme Jean-Paul Lallier qui ont pensé à leur époque revitaliser le quartier en question, qui ont voulu en faire quelque chose de bien. Puis je pense que c'est bien pour eux. Ça l'est peut-être moins pour les zones environnantes où les conséquences ont pu être plus facilement observables. Donc, Robert Pampalon est un chercheur du réseau de la santé au Québec, à Québec même. Et il a développé depuis environ les années fin 90, autour de 98, 99, 2000, il a développé une méthode qui allait permettre de juger le mieux possible de l'allocation des ressources matérielles, financières, humaines, etc., à l'intérieur des organisations. Puis, notamment, c'était pour répondre à un besoin précis des organisations du réseau de la santé et des services sociaux. Ce qui est de la défavorisation sociale maintenant, défavorisation sociale, ce qu'on finit par comprendre quand on étudie en détail les composantes de l'indice, c'est de voir qu'il s'agit à peu près d'une façon de mesurer l'éloignement relatif par rapport à un réseau d'entraide ou de soutien. Donc, c'est pas parce que les gens vivent de façon isolée qu'ils sont nécessairement pauvres ou démunis ou défavorisés, mais dans les quartiers où il y a plus d'isolement, on voit des réalités différentes. La dynamique sociale est différente. On voit des réalités différentes de celles qu'on voit dans des quartiers plus favorisés. Donc, il y a beaucoup plus, par exemple, d'organismes communautaires, puis c'est un peu normal, dans les zones qui sont très défavorisées, plutôt que dans celles qui le sont moins, qui sont davantage favorisées. Donc, il y a tout un ensemble de facteurs qui font que les quartiers finissent par être identifiables sur une échelle donnée. Puis à l'aide de cette échelle, on va découper la réalité pour voir qui sont les plus défavorisés, qui sont les moins défavorisés, quels sont les quartiers qui vivent des situations intermédiaires entre la forte défavorisation et la faible défavorisation, à la fois sur les plans matériels et social. Donc, ça résume un peu grossièrement la structure de l'indice en question, de l'IDMS, l'indice de défavorisation matérielle et sociale. Pour la défavorisation matérielle, il a fait appel à des variables qui étaient disponibles avec les recensements. Donc, des dimensions, quand on dit matériel, c'est qu'on fait référence à ce qui est plus proprement économique, financier. Donc, défavorisation au sens plus classique du terme. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes moins favorisé ou dans un secteur moins favorisé? Donc, on va être attentif, par exemple, au fait que la population dans une zone donnée est moins scolarisée, dans une autre zone, elle est plus scolarisée, au fait qu'il peut y avoir des revenus moyens plus faibles, des revenus moyens plus élevés dans un autre quartier. Donc, ce sont les
des facteurs sur lesquels on va se baser pour définir la dimension matérielle de la défavorisation. Est-ce que ces informations-là me permettent de caractériser l'environnement socio-économique, me permettent de caractériser le quartier? Est-ce que dans un quartier où j'observe qu'il y a 10 ans d'espérance de vie de différence par rapport à un autre quartier, est-ce qu'il y a des éléments qui me permettent de dire, ici j'ai une défavorisation de X? Quand on ramène ça dans une échelle de 0 à 100, j'aurais 30 % de personnes seules dans un territoire. En soi, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est de voir que c'est le territoire où il y en a le plus au Québec, l'autre, c'est celui où il y en a le moins au Québec. Donc, je ramène ça à 0 à 100. Je découpe ma réalité en tranches purement mécaniques de 20 %, ce qu'on appelle des quintiles. Donc, je vais observer des quintiles de défavorisation matérielle. De l'autre côté, je vais observer des quintiles de défavorisation sociale. Donc, des quartiers qui peuvent être riches sur le plan matériel, mais qui peuvent être pauvres sur le plan social. Là, je vais avoir une combinaison qui va faire en sorte que je vais pouvoir dire, dans ce quartier-ci, c'est riche sur le plan matériel, mais pauvre sur le plan social. Dans un autre, c'est pauvre sur le plan matériel, mais moyen sur le plan social. Dans un autre, c'est à la fois défavorisé matériellement et socialement. Donc, c'est en combinant les quintiles matériels et les quintiles sociaux que j'obtiens un croisement de 25 situations distinctes, les 5 quintiles matériels par les 5 quintiles sociaux. Ça me donne une matrice avec 25 cellules distinctes, chacune des cellules étant une combinaison de favorisation ou de défavorisation matérielle et sociale. C'est difficile de dire, est-ce qu'on s'enligne vers plus d'inégalités? Probablement. Quand on regarde le niveau d'inégalité aux États-Unis par rapport à ce qu'on a ici au Québec, il y a encore une grande marge. Donc, de ce point de vue-là, ça serait triste d'avoir à dire qu'on pourrait encore combler la marge d'inégalité par rapport aux États-Unis, mais ça se voit, ça s'observe, ça se trouve. C'est pas le pays le plus inégalitaire, c'est un des pays très inégalitaires, mais pas le plus inégalitaire. Donc, on ne sait jamais les acquis, par exemple, des luttes passées, etc. On ne sait jamais si ça peut se maintenir ou se bonifier. Si on regarde, je dirais, l'évolution des gouvernements récents qu'on a eus, bien sûr qu'on observe des resserrements des dépenses publiques. Donc, ça traduit un peu le fait que il y a comme un essoufflement peut-être de l'État-providence. Il y a peut-être un essoufflement des politiques sociales comme on les a conçues jusqu'à maintenant, qui notamment avaient pour but de permettre davantage d'égalité des chances. Non pas d'égalité pour tous, ça serait pas pensable, mais d'égalité des chances. Faire en sorte que à l'entrée, on puisse faire en sorte que quelqu'un qui est pris avec un handicap puisse quand même persévérer, se développer, s'épanouir en dépit de ce handicap et le faire avec l'aide de la société. Donc, on pense que ça devrait pouvoir se maintenir ou perdurer ou se bonifier. Mais en même temps, on sait les contraintes auxquelles c'est soumis. Mais par ailleurs, pour dire en même temps que, comme je mentionnais tantôt, il y a toujours des possibilités de mobilité sociale. Il faut faire attention, il faut toujours bien spécifier dans quel cadre on se situe. Moi, je dis souvent, par exemple, oui, en m'adressant notamment aux étudiants, oui, l'éducation est un facteur de lutte contre les inégalités, tout le monde en convient. L'éducation va permettre de faire en sorte que les gens qui ont peu accès à l'école puissent y avoir accès, puissent s'y épanouir, trouver leur bonheur dans ce milieu-là. Mais en même temps, l'éducation est aussi un générateur d'inégalités. Parce qu'il y a ceux qui accèdent aux études supérieures, puis il y a ceux qui n'accèdent pas aux études supérieures. Donc, il y a un fossé qui se creuse entre des personnes qui accèdent versus celles qui n'y accèdent pas. C'est ce qu'on a observé notamment chez les femmes au cours des 30, 40 dernières années. Accès à l'éducation supérieure, aux emplois bien rémunérés, etc. Ils ont diminué considérablement les écarts par rapport aux hommes.
Donc, d'un point de vue global, ça a été bénéfique pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Mais si on ne prend qu'à l'intérieur des femmes elles-mêmes, de la cohorte des femmes, il y a des inégalités qui se sont creusées parce que celles qui ont accédé à l'éducation puis aux bons emplois ont creusé l'écart par rapport à celles qui, dans les langages traditionnels, sont demeurées à la maison. Donc, c'est des phénomènes dont il faut être conscient aussi quand on regarde, par exemple, l'impact d'une initiative donnée sur la configuration totale, le portrait global de la réalité des inégalités. Un auteur comme Lars Sarsberg, économiste en Nouvelle-Écosse, qui a travaillé beaucoup sur la question des inégalités à l'international, a pondu assez récemment un article plutôt pessimiste sur l'évolution des inégalités, en disant qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de s'y attaquer de façon efficace, compte tenu de leur ampleur actuelle, du fait que les gens en position de pouvoir ou en position de domination économique ont tous les outils pour perpétuer ces réalités-là, ont tous les outils en main pour faire accepter par les gouvernements que l'argent qu'on dépense sur le plan public puisse être canalisé vers autre chose que des politiques sociales, donc vers des politiques d'aide à l'entreprise, vers des politiques pour racheter des banques en faillite, imagine-toi. Donc, publiquement, on paye pour racheter des banques en faillite. Donc, on en est rendu là.